parti politique... Mesdames, messieurs, bonjour. Merci. Chemin Critique commence sur Chapeau de roue. Nous étions déjà en train de commencer la discussion avant même que le générique, cette émission ne commence. Vous avez compris. Nous recevons un homme politique, nous recevons un auteur, nous recevons un compatriote, nous recevons un philosophe, nous recevons quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au cœur de la politique congolaise. Nous recevons donc M. Corneille Mulumba Mujani. Il a publié un ouvrage gros, un grand ouvrage, Pilier dynamique pour un grand Congo. Cet ouvrage, nous le présentons aujourd'hui parce que nous voulons en connaître les tenants et les aboutissants. Nous avons le même sur ce plateau, M. Corneille Mulumba Mujani. On ne sait pas comment on peut le présenter. On le connaît comme parmi les cofondateurs de l'IDPS, mais de quel IDPS s'agit-il? On le connaît, il a été au gouvernement à un moment donné, vice-ministre. Il a été dans toutes les négociations que nous connaissons aujourd'hui. Il est, d'une certaine manière, quelqu'un qui alimente progressivement les débats nationaux. Monsieur Corneille Mulumba, bonjour. Bonjour, monsieur Kalangay. Merci donc d'accepter ces débats avec nous parce que c'est votre livre qui vous mettez sur la place publique. Alors, pour discuter avec vous, j'ai le plaisir de présenter un jeune confrère, Blessed Kuzola. Bonsoir, Blessed. Bonsoir, Willy Kalangay. Blessed Kuzola est parmi ceux qui ont lu ces livres. Il a eu le temps de le lire et il a certainement un certain nombre de questions à vous poser. Vous êtes un acteur politique et les politiciens, comme on dit, sont fondamentalement des êtres déterminés par leur intérêt. Qu'il soit intérêt national, intérêt pour le peuple, par leur idéal. Alors, avant qu'on entre au livre, qu'est-ce que l'on peut dire de M. Corneille Mulumba aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui? Si vous devez vous présenter. Je dirais que je suis un membre cofondateur de l'UDPS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous regardez le drapeau de l'UDPS, le logo qui y figure, c'est ma création. J'ai participé, j'ai contribué à la conception du projet de société de ce parti avec le professeur Grégoire Dikonda, les statuts de la règlement intérieur. Nous avons contribué à implanter ce parti et à l'extérieur et dans le pays, bien qu'étant à l'extérieur, nous avons beaucoup fait pour ça. Ça, c'est pour le départ. Par la suite, j'ai été représentant de l'UDPS en Europe pendant plusieurs années. De retour, j'étais vice-ministre du plan. Et puis, j'étais aussi député de la transition au HRPT. J'ai participé à de nombreux dialogues. J'ai été secrétaire national de l'UDPS en charge de plan et stratégie. Et finalement, je me suis dit, je prends tout ce que j'ai appris là, tout ce que j'ai compris, je le consigne par écrit, tant que la tête fonctionne encore, pour que ça ne se perde pas. Très bien, nous allons essayer de voir les contenus, mais monsieur, pour la vérité historique, l'IDPS dirigé à l'époque par les 4 présidents. Vous vous rappelez, il y avait Étienne Tshisekedi, Kibasa Maliba, Vincent Boankem et Marcel Liao. Oui. À moins que je ne me trompe, vous avez quand même pu vous séparer à un moment donné avec cette IDPS-là. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous entrez au gouvernement, ce n'était pas avec la bénédiction d'Étienne Tshisekedi ou des autres. Mais le problème, c'est celui-là. On n'avait pas la bénédiction d'Étienne Tshisekedi. Moi, je n'ai pas été un employé d'Étienne Tshisekedi. C'était le chef du parti. S'il vous plaît, il n'était pas chef du parti. Ah bon? Non, non. Ni Kibasa? Kibasa était le président du parti. Oui, bien sûr. Ils appelaient ça le présidium. Le président. Ouais. Il y avait 4, n'est-ce pas, présidents, comme on disait à l'époque, Oui. ce qui était une anomalie, ce qui était la traduction d'un conflit de leaders. Ce n'était pas une cohérence des forces sociales? Non, pas du tout. Parce que chaque président représentait une aire linguistique? Non, chaque président représentait l'aire linguistique, les 4 aires linguistiques du pays, ce qui est exact. Maintenant, nous avions un président. Oui, qui était Kibasa Maliba. Oui. Nous avions un premier vice-président qui était d'abord Ngalo Pandangela, n'est-ce pas? Nous avions un deuxième vice-président qui était Marcel Liao. Nous avions un troisième vice-président qui était Vincent Boakiem. Nous avions un secrétaire national à l'organisation qui était Étienne Tshisekedi. Nous avions un secrétaire national à l'économie et finances qui était Faustin Birindoa, ainsi de suite. Et le quatrième vice-président, c'était le Vincent Boakiem de Bandundu. Donc, vous aviez, au moment où le parti a été reconnu officiellement,
une guerre de leadership. Parce qu'il devenait de plus en plus évident que celui qui allait être le nouveau président de la République allait provenir de l'UDPS. Alors, de Kiba Samaliba, président du parti, d'Eliaou Marcel, vice-président, n'est-ce pas, mais qui avait ses relations, ses soutiens en dehors du pays et tout ça, ou d'Etienne Tshisekedi, qui par sa personnalité était assez bouillant, aller diriger le parti, c'est de là où, quelque part, on a forcé l'existence de quatre présidents, n'est-ce pas? Mais ça n'allait toujours pas. 4 ans plus tard, l'UDPS s'est réuni finalement en congrès, en conclave, ici à Bondeko. Et là, on décide de nouveau de revenir au système de un président et des vice-présidents. Tout le monde accepte, tout le monde signe. 1 an plus tard, Etienne Tshisekedi n'est pas d'accord. Il crée ce qu'on avait appelé à l'époque l'UDPS, qu'il avait appelé l'UDPS orthodoxe. Et beaucoup de gens ignorent ça. Beaucoup de gens ignorent ça, l'UDPS orthodoxe. C'était déjà le début de la division au sein du parti. Par la suite, bon, on est resté comme ça. C'est à la faveur un peu de la situation qui s'est passée donc de Sun City que effectivement à ce moment-là, nous avons connu renforcer l'existence de l'UDPS Tshisekedi avec son tempérament, avec sa force, avec sa fougue. Quand vous mettez des gens ensemble, certains, avec leur qualité, peuvent s'imposer. Et lui s'est imposé naturellement. Il est devenu le leader par excellence de l'UDPS, leader charismatique de l'UDPS. Ça, c'est pour le besoin de l'histoire. Donc, mais vous entrez au gouvernement à quel moment? Au moment où Kibasa est président ou au moment de Tshisekedi? Vous n'entrez pas avec Tshisekedi orthodoxe? Avant la reconnaissance de l'UDPS en 1988, le maréchal Mobutu envoie le PAD d'une grande entreprise minière de la place aller chercher mon père au village et l'amener en Europe pour me convaincre d'abandonner l'UDPS et de rentrer au pays. Mon père biologique, qui connaissait bien Etienne Tshisekedi, la veille au soir, il va le voir. Le pouvoir m'envoie en Europe pour aller chercher Corneille. Qu'on lui donne ce qu'il veut, combien de maisons, combien d'argent, combien de véhicules, mais qu'il laisse tomber cette affaire-là. Etienne Tshisekedi lui répond ceci: Papa André, parce que mon père s'appelait André, le pouvoir vous donne l'occasion d'aller en Europe, de voir votre fils depuis de nombreuses années que vous ne l'avez pas vu, de voir vos petits-enfants. Allez-y. Mais s'il s'agit de Corneille Moulumba, que moi je connais, vous ne reviendrez pas avec lui ici, parce que son combat, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème matériel, c'est quelqu'un qui a un idéal, qui a une vision, qui a une ambition pour son pays, et il se bat pour ça. Mon père est revenu. J'ai dit, dites à mon président Mobutu que si il veut que je rentre, moi, ce n'est pas un problème. Il reconnaît l'UDPS et je rentre. Mon père est rentré. Le 24 avril, Mobutu parle et il reconnaît l'UDPS. 6-7 mois après, je débarque ici. Je me souviendrai toujours, c'était un samedi. Le dimanche, il y a le numéro 1 de service, M. Goga à l'époque, qui vient me chercher. Ah, le maréchal vous cherche. Il veut vous voir. Alors je blague, je dis, mais comment il a su que j'étais ici? Il me dit, mais aussitôt que vous montiez dans l'avion, il était déjà informé que vous veniez. Il veut me voir quand? Demain, à quelle heure? À 17h. Pas de problème. Demain, soyez prêts à 16h, je viens vous chercher. À 16h moins 10, il était déjà là, il attendait devant la porte. À 16h pile, il cogne à la porte et on part jusqu'à Ansele. Ansele m'amène au bateau et je rencontre le maréchal Mobutu. En un mot, son souhait était que je rentre dans les institutions, dans le gouvernement. C'est à l'époque, c'était le gouvernement de Mbaloukoj. Il a dit, moi j'ai fait ma deuxième parole de soldat, que je ne veux pas revenir en arrière sur la démocratie, mais pour danser le tango, il faut être deux. Or, dans votre parti, là, il y a beaucoup de gens qui veulent me régler des comptes. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire, mais par contre, j'ai envie de dialoguer, de trouver des compromis avec tout le monde. Alors, compte tenu des positions que vous prenez, moi, je vous trouve assez ouvert et je souhaite que vous entriez dans le gouvernement pour que nous puissions faire un pas ensemble. Je lui ai répondu que je n'étais pas prêt pour entrer au gouvernement, je venais de l'extérieur et tout, et tout, et tout. Il a insisté. J'ai demandé un temps pour réfléchir. Et quand, 2 jours après, 3 jours après, une dame m'informe que voilà,
le gouvernement sort ce soir, votre nom est dedans comme ministre. Il était à peu près 10h, 11h. J'ai demandé quel est le premier avion qui part à Bruxelles. On m'a dit c'est un avion de Sibé Zahir. C'est une petite anecdote. Et où se trouve le bureau? On me dit le bureau est à Kingaboa. Je cours vite là-bas pour demander un billet. Et qui est-ce qui est là? Qui est directeur de Sibé Zahir? C'est Jean-Pierre Memba. Il me dit qu'il n'y a pas de place. Moi, je dis, désolé, débrouillez-vous, mais je dois prendre l'avion aujourd'hui. L'avion, c'est à quelle heure? À 16h. J'insiste, il me dit, mais bon, venez à 14h, on va voir. Hein. Et c'est là manœuvré, et je suis parti à Bruxelles. Quand on a informé le maréchal que Mobutu est parti à Bruxelles, on a été mon nom de la liste. Quand je suis revenu, de nouveau, on est venu me chercher par notre frère Beyeye, amenant à Mbandaka, pour voir mon marchand Mobutu qui voulait me voir. Et puis par la suite, on m'a mené à Guadolite, voir le maréchal pour entrer au gouvernement. Donc à 4 reprises, j'ai rencontré le maréchal parce qu'il voulait que j'agisse. En 93, Faustin Birindois est désigné Premier ministre à l'issue de... Le pillage. Après le pillage, hein, il y a eu le conclave. Et moi, je suis en Europe où mon épouse devait accoucher. Elle m'a appelé. Elle dit, écoute, j'ai été nommé Premier ministre. Nous devons faire un gouvernement qui doit avoir une durée de 6 mois, avec deux objectifs. Un, réunifier les institutions. À l'époque, il y avait des doublements. Il y avait HLPT, voilà. Exact. Et mettre fin au blocage monétaire. À l'époque des Windows Check, où vous venez avec $100, on vous donnait autant de millions de dollars, des francs congolais, des Zaïre de l'époque. Alors, il m'a dit, écoutez, venez, on va en parler. Je suis rentré, il m'a expliqué. Nous avons 6 mois de faire ce travail-là. Et si nous le réussissons, à l'issue, après ça, il y aura les élections. Il y a ça. Je suis revenu et je suis entré au gouvernement Birindois en 93. Donc, avec ça, nous avons fait le franc congolais, n'est-ce pas? Le nouveau Zaïre, la fonds monétaire, d'une part. Et on a réunifié les institutions avec le conclave du Palais du Peuple, les concertations du Palais du Peuple qui ont donné lieu au HRPT et qui ont donné lieu après à la mise en place à la préparation. C'était important. Vous signalez à peu près comment vous êtes entré au gouvernement. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes dans quel parti? Vous n'êtes plus à l'UDPS. Mais comment on peut dire que je ne suis pas à l'UDPS? Je vous disais tout à l'heure que le projet de société, je suis co-rédacteur. Les statuts, je suis co-rédacteur. Non, vous ne pouvez pas revendiquer. Vous savez que les protestants étaient au début catholiques. J'ai dit ceci. Si on dit à un protestant aujourd'hui qu'il est catholique, il va dire non, nous étions catholiques. C'est normal que vous ayez pu changer. Et vous avez, à un moment donné, il faut poser la question, à quel moment est-ce que vous avez divergé, catholique et protestant? Il y a eu une crise. Bien sûr. Qui a expliqué. Mais c'est la même chose. Non, on ne va pas rentrer en arrière. Hein? C'est que moi, je veux seulement pour la clarté de ce débat. Il ne peut pas y avoir... Je vous en prie. Je sais que UDPS dans votre ADN. C'est votre enfant. Vous ne pouvez pas renier cela. Ça, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, nous parlons pour la facilité de ce débat, pour que les gens vous reconnaissent. Vous n'allez pas dire que vous êtes à côté, vous travaillez avec Augustin Kabouya. Non, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'UDPS. Vous n'êtes pas de cette formation politique-là aujourd'hui. Et je vous réponds ceci. Ça procède de deux choses. D'un côté, l'ignorance, n'est-ce pas? De l'autre côté, l'escroquerie politique. Je m'explique. Il ne peut pas y avoir deux partis politiques portant les mêmes numéros d'agrément, portant les mêmes... Ah oui, s'il vous plaît, la même idéologie. Vous ne nous faites pas avancer. Si je vous pose la question, donnez-moi l'idéologie de l'UDPS Kibasa, l'idéologie de l'UDPS Tshisekedi, l'idéologie de l'UDPS Moubake. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de parti politique. Est-ce qu'il existe un parti politique sans idéologie? Vous êtes en train de tirer les choses en longueur simplement. Dans la société, il y a des limites à tout. Oui. La limite politique, c'est que vous êtes allé aux élections de 2023. Oui. Vous n'étiez pas sur la liste de l'UDPS. Non. Alors pourquoi vous ne voulez pas accepter que vous avez aussi un parti aujourd'hui qui n'est pas à l'UDPS? Non, je n'ai pas un parti, je n'ai aucun parti. Alors vous êtes allé comme indépendant? Je vous réponds, non. Je ne suis pas dans un parti politique. J'ai dit que Tshisekedi n'a pas créé de parti politique. Kibasa n'a pas créé de parti politique. Ni Moubake, ni Tibala. Donc, cette émission est pour moi aussi éducative, n'est-ce pas? Elle est pédagogique. On
On doit savoir c'est quoi un parti politique. C'est une écoutez-moi, c'est une association. Toute association a ses membres de l'association, ses associés. Dans un parti politique, on les appelle membres. Et toute association a un organe suprême que l'on appelle l'Assemblée générale des membres. Dans le cadre des partis politiques, on l'appelle congrès. En 33 ans aujourd'hui, dites-moi un peu quand il y a un congrès. Alors maintenant, moi qui m'engage dans un combat politique, et j'ai commencé à militer avant que l'UDPS n'existe. Hein. Si vous en doutez, posez la question aux garçons comme Marcelin Tichambo et autres. Nous avons milité ensemble dans le temps. Il n'y avait pas d'UDPS pour changer les choses dans le pays, pour qu'il y ait des partis politiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de partis politiques. Si on n'a pas de partis politiques, pour moi, les partis politiques, ça aide justement à la démocratie. Il n'y en a pas. Je me bats pour ça. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de parti politique, vous parlez en quelle langue? En français quand même. Mais, oui, mais les mots ont leur sens, leur portée. Les mots, est-ce que le contenu est le même? Alors, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas de parti politique. Mais il n'y a pas de parti politique. Je suppose que vous avez un contenu différent de tous ceux qui nous suivent. Non. Quel est le contenu que vous y mettez? Vous ouvrez un dictionnaire, vous aurez... Aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, vous allez trouver une liste de 400 partis politiques. Oui, et pour les... Ça n'existe pas? Si, c'est parmi... Non, plus que ça. Parmi lesquels il y a 4 UDPS. 4. C'est normal, non? Mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que vous trouvez... Écoutez-moi bien, allez vérifier sur la liste des partis politiques. Hein. UDPS Tibala, UDPS Moubake, UDPS Tsekedi ont exactement le même numéro d'agrément. Est-ce concevable pour des gens qui ont combattu pour l'intérêt? Vérifiez, c'est le même numéro d'agrément, s'il vous plaît. Vous comprenez que accepter ça, ne demandez pas à un Corneille Moulumba d'accepter la forfaiture. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est parce que si vous voulez changer les choses, non, mais vous devez d'abord créer l'intelligibilité. Ça doit être intelligible, on doit vous comprendre. Oui. D'accord, c'est comme ça que nous invitons. Oui, c'est pour ça que je suis là. Vous dites des choses pour qu'elles soient comprises. Oui. Mais si vous complexifiez les choses, je complexifie pas. En niant l'existence, par exemple, des faits aussi évidents que l'existence des partis politiques, que les partis politiques aient des connotations, mais quand même, nous savons qu'on écrit IDPS Bar Kibassa. C'est différent de IDPS Bar Tshisekedi. Vous ouvrez la loi. Bien sûr. C'est différent. Vous ouvrez la loi dit ceci. Il ne peut pas y avoir 2 partis politiques, excusez-moi, portant le même nom. Ici, c'est pire. Ce n'est pas le même nom. S'il vous plaît. C'est pas le même nom. S'il vous plaît. Ici, il y a le même numéro d'agrément. Est-ce que vous me saisissez? Le même numéro d'agrément. Bon, j'ai un doute fort. Hein, je voudrais me vérifier. Je vous dis, j'ai un doute fort, même s'il y a quand même, si tous les moments historiques sont différents. Je prends le peuple congolais à témoin. Je vous prends à témoin. On pourra faire la prochaine émission. Ouvrez la liste. Prenez la liste que le vice-premier ministre de l'Intérieur, monsieur Kazadi, a envoyée à la CENI pour compétir aux élections de 2023. Regardez là-dessus, vous avez 4 UDP, s'il vous plaît, dont 3 portent exactement le même numéro. C'est tout à fait illégal, c'est tout à fait... J'en doute fort. Mais ceci n'en doutez pas. C'est Corneille Moulumba qui parle, n'en doutez pas. Non, je vais vérifier. Mais ceci ne nous empêche pas de constater que vous ne voulez pas revendiquer ou assumer la formation politique qui est la vôtre aujourd'hui. Mais je n'ai aucune formation politique à part du UDPS. Vous êtes allé aux élections comme UDPS? Je vous dis ceci. Si, pour des raisons évidentes, de ceux qui veulent faire de l'UDPS une affaire individuelle, ceux qui veulent faire de l'UDPS un lieu d'affaires, c'est faire de l'argent, c'est faire avoir le pouvoir pour le pouvoir. Moi, je ne peux pas être... Ces gens-là ne peuvent pas... Ces gens-là ne peuvent pas nous aligner comme nous. Vous savez que pendant la période du maréchal Mobutu, il a existé ce qu'on a appelé le débauchage. Beaucoup de gens ont été nommés, d'ailleurs même votre gouvernement de l'époque avec M. Faustin Birindoa avait été traité par une certaine opinion comme un gouvernement obtenu après débauchage. Parce que l'IDPS, déjà à l'époque, l'avait renié. Lui-même, M. Faustin Birindoa. En disant que non, c'est les maréchals. Et que Mobutu, à l'époque, pour pouvoir faire valoir l'idée qu'il avait une gestion inclusive, prenait des personnes à l'intérieur de l'IDPS pour leur donner des postes autour de lui et faire valoir cette idée-là. Alors là n'est pas le problème. C'est un problème. C'est une pratique qui a été... Non. Il y a un problème. Parce qu'ici, là, votre problème, c'est lequel? C'est que vous avez le moboutisme en tête et vous confondez le parti politique et les individus. Donc, pour vous, si une personne n'est pas d'accord avec... Y a-t-il des partis politiques sans individus?
Est-ce qu'il peut y avoir un parti sans individu? La différence de l'UDPS avec tous les autres partis politiques, c'est que la plupart des partis politiques ont été créés par des individus, par un individu principalement, qui est propriétaire depuis la création du parti jusqu'à ce jour. L'UDPS a été créé par plus de 30 personnes qui ont signé l'acte de portant création. L'UDPS n'est pas la propriété d'un individu quel qu'il soit. C'est une différence fondamentale. Mais un parti Personne ne peut politique, dire c'est une que... association, Oui, vous le savez. mais Il n'y a nécessairement. aucun parti ici qui n'a pas un statut où il y a des fondateurs. Oui, Des oui. La loi même existe qu'il y ait des congrès- fondateurs. et tous les partis parlent de congrès, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais alors, dites-moi quand il y a de congrès. Ah, vous ne suivez pas. Ah Quand bon? les gens, avant d'aller aux élections en 2023, Oui. tous les partis ont fait des congrès pour choisir leurs candidats. C'est ça. Allons-y, allons-y. C'est ça. C'était important que Donc, vous puissiez vous exprimer. un petit mot juste pour ça, pour dire seulement que Oui. les partis politiques ont un rôle très important d'éducation, de masse, de la formation de cadres pour notre pays. Si nous négligeons le rôle que doivent jouer les partis politiques et que nous en faisons un business, un bilan, comme on dit chez nous, à ce moment-là, il y a un problème parce que vous avez des cadres que je vais appeler presque des bâtards qui vont entrer au gouvernement et qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucun programme entre les mains et qui n'ont aucun comment je pourrais dire, aucun job description. Et alors, ils font quelle politique là? Très bien, M. Corneille Moulumba. Je vous en Nous prie. avons, et je pense que cette première période, première partie de Se réveillez un l'émission, c'était pour que vous puissiez vous situer. Nous allons revenir à l'ouvrage parce que l'ouvrage s'appelle Pilier dynamique pour un grand Congo. Et cette partie, je vais demander à Blessed de commencer les débats un peu avec vous parce qu'il a lu les livres. J'interviendrai pour pouvoir accentuer une question. Blessed, vous avez la parole. Merci Willy Kalingai et M. Corneille Moulumba. Bonsoir encore. Bonsoir. Bel ouvrage en passant. Alors, avant de vous poser la première question, j'aimerais d'abord lire une partie de votre ouvrage qui dit « L'RDC est paradoxalement classé aujourd'hui parmi le pays le plus pauvre ». Et puis après, vous avez rencheri en disant qu'il y a trois choses que nous devons savoir. Il y a d'abord le leadership local, le mental de la population et un environnement international et ténoir de progrès. Ma question est de savoir, quelle pensée voudrez-vous dégager en se basant sur ces trois choses ou ces trois catégories? Mais d'abord parce que les décisions qui peuvent changer notre... Commençons par dire que notre pays a tout ce qu'il faut, toutes les ressources humaines, toutes les ressources naturelles pour être un champion, je pourrais dire. Mais nous constatons, vous comme moi, que nous sommes là avec une monnaie dont la valeur ne déborde pas nos frontières. Nous sommes là en train de manger des cuisses de poulet importées de l'Europe et des poissons venant de l'Europe et tout. Nous sommes là avec des millions de jeunes qui sont au chômage alors que nous avons tout un pays à construire. Nous sommes là sans chemin de fer alors que dans le monde, les gens ont construit le chemin de fer depuis 1800 et que même dans notre pays, on a construit le chemin de fer. Et ceux qui ont construit le chemin de fer, ce ne sont pas... Si l'homme blanc avait la chicotte peut-être, ceux qui ont travaillé, c'était des Congolais. Nous avons l'ISTA, nous avons autant d'écoles où on forme des ingénieurs. Pour quelles raisons nous n'arrivons pas à construire même pas 10 mètres de chemin de fer? Qu'est-ce qui nous bloque? À l'époque, vous n'aviez pas toute la technologie moderne. Vous n'aviez pas, on construisait les traverses de chemin de fer, c'était de poutres de bois, ainsi de suite. Nous avons réussi tout ça. Pour quelles raisons nous ne parvenons pas à décider le minimum? Pour quelles raisons est-ce que dans ce pays, on n'a pas une seule banque de crédit agricole, alors que tout le monde dit que le Congo est un grand pays agropastoral avec beaucoup de possibilités. Donc, toutes ces questions, je me les suis posées. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? J'ai compris qu'effectivement, c'est que nous avons un problème d'indépendance. Nous avons des dirigeants qui ne tirent pas leur force de l'intérieur du pays, de leur population, mais bien souvent qui vont demander à l'extérieur pour obtenir le soutien pour exercer le pouvoir de leur pays. Et ce soutien n'est pas gratuit. On vous impose alors des dirigeants parmi des collaborateurs. On vous impose des cadres de travail. À ce moment-là, la première des batailles que nous avons à faire, c'est bien sûr briser ces chaînes pour pouvoir démarrer. Ensuite, au niveau de la population locale. Mais personne ne nous libère, nous devons nous libérer. C'est-à-dire que tant que le Congolais n'a pas pris conscience qu'il a des droits et qu'il doit revendiquer ses droits, alors ce serait difficile
Parce que c'est presque, ceux qui exercent le pouvoir, c'est presque comme s'ils avaient, ils avaient tous les droits. Alors que n'importe quel pouvoir, hier comme aujourd'hui, peut être mis dehors par une décision populaire. Je veux dire que si demain matin, 1 million de Congolais descendent dans la rue, n'importe quel pouvoir risque de partir. Pourquoi? Parce que c'est quoi 1 million de choses? C'est chaque parti politique, nous en avons presque 1000, qui mobilise 1000 personnes. Ça nous fait 1 million. 1 million de Quinois, certains qui viendraient de Kinsuka, d'autres qui viendraient de Tchangou, d'autres qui viendraient de Selemba ou je ne sais pas, de cités vertes là-bas, qui convergent vers le palais du peuple ici. Je vous assure que tout pouvoir va trembler s'il n'est pas être embarqué, s'il n'est pas capable d'aller. Donc, le peuple n'est pas conscient de son pouvoir, n'est-ce pas? L'extérieur, pourquoi? Parce que l'extérieur, c'est ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire que notre force, et il nous manipule. Et c'est donc un pouvoir qui nous empêche de prendre des initiatives. Donc ces 3 axes, n'est-ce pas, font que nous sommes là en train de végéter. Et si nous voulons nous remettre debout, il faut qu'on s'attaque à tout cela. Et je viens de parler, la masse c'est quoi? Ce sont les partis politiques et autres qu'il faut bien organiser, qu'il faut responsabiliser, qui doivent jouer leur rôle. Vous prétendez qu'il n'existe pas? Il n'existe pas de parti politique. Monsieur, alors, quelqu'un pourrait quand même vous accuser de faire les jeux de ceux qui dominent l'Afrique en accentuant sur le complexe d'infériorité que vous êtes en train de vouloir cristalliser auprès des populations. Pour exemple, je vais prendre votre livre. Oui. À la page 24, vous dites ceci. Bon, évidemment, vous citez quelqu'un, vous l'avez dit, s'appelait Oncle Dario, vous le citez, vous dites qu'il est non autrement identifié, vous dites beaucoup de choses, vous dites par exemple ceci, sur qui comptent les États-Unis pour attraper la Chine? La réponse, vous dites l'Afrique. Sur qui compte la Chine pour accentuer son avance? Vous dites l'Afrique. Sur qui compte l'Union européenne pour cesser d'être vassalisée par les États-Unis? La réponse, c'est l'Afrique. Sur qui compte l'Afrique? Vous dites Jésus. L'Africain, et c'est ça qui est quand même assez grave pour quand même un panafricaniste, vous dites que l'Africain est ainsi le seul humain de la planète à ne pas croire en lui-même, alors qu'il dispose de tout ce qu'il faut pour peser dans le monde. Vous dites aussi qu'il a été formaté pour croire que son salut viendra d'un être venu de l'au-delà. Pour cela, il faut beaucoup prier, crier à tue-tête et au besoin pleurer, les bras tendus vers le ciel pour que la manne puisse tomber. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas vraiment en antagonisme total avec votre peuple? Non, au contraire, je veux éveiller le peuple. Je veux lui faire prendre conscience que, prenez conscience de ce que vous êtes, peuple congolais. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas... Ça veut dire que la prière est une mauvaise chose? Non. Les gens Attention, ne doivent pas prier? attention avec la prière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous dites qu'il ne compte que sur Jésus. Religion, en latin, veut dire... Religare. Religare, qui veut dire relier, Oui. ce qui nous relie, n'est-ce pas? Donc ce qui nous relie, on ne pense pas nous relier à nos ancêtres, à nos anciens et tout le reste, qui font que nous formons un tout. Si nous prenons la religion des autres, ça arrive dans le pays. C'est 2 choses l'une, ou bien nous la transformons pour l'acquérir, ou bien nous la prenons telle qu'elle. Si nous la prenons telle qu'elle, alors ça pose des problèmes. Il y va de la religion comme il va de la démocratie. Vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Qui sont des pays totalement catholiques. la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, L'Europe est occidentale. tout ça mis ensemble, c'est plus petit que la RDC, notre pays, mon frère. C'est plus petit que la RDC, notre pays. Et nous allons prendre... Et ils ont des autoroutes, ils ont des métros, ils ont tout. Mais ça peut s'expliquer historiquement. Non, pas de problème, je ne conteste pas ça. Je dis, nous allons prendre leur système, nous allons plaquer ça ici chez nous. Ça ne peut pas fonctionner. Nous devons réfléchir, nous devons adopter notre religion, comprendre les choses. Eux, ils ont étudié leur religion. Nous, quand on vient, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prenez Isaïe, tel, un point, un trait. Et ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. D'où vient la Bible? Qui a écrit la Bible? À quel moment? Où est-ce qu'on retrouve ces choses? Mettre en cause Mabika Kalanda, la remise en question. Donc, je vais seulement dire que tant que nous continuerons à avoir plus d'églises
que des petites et moyennes entreprises, tant que nous continuerons à manger de Thomson et de cuisses de poulet qui viennent de l'Europe, alors que nous pourrons sur le plateau de Batéké faire des grands élevages. Je veux seulement dire que la religion, si nous parvenons à intégrer, pas seulement comme on est en train de le faire avec l'habit seulement, mais aller au-delà, c'est-à-dire que dans la conception, voir comme mesure est-ce que cette religion vous avez conscience quand même que vous pouvez être très très mal perçu, que vous pouvez, on peut dire voilà, ce sont ces intellectuels congolais qui sont en réalité les avant-postes de la domination occidentale. Parce que si vous refusez aujourd'hui la religion au Congo, notamment en disant que l'Afrique contre Jésus, comment pouvez-vous expliquer que le président américain prête serment sur la Bible? Comment pouvez-vous expliquer que les Chinois aujourd'hui, les Chinois qui ont quand même une certaine façon de voir les choses, la spiritualité des peuples ne peut pas être niée. Alors vous estimez que votre propre pays n'a pas droit à la religion, n'a pas droit à une spiritualité? Je ne sais pas si un quart des Chinois pratique une religion étrangère. Je ne parle pas de la moitié, je parle d'un quart, même un dixième. Ce n'est pas vrai. Donc, ça veut dire que simplement quoi? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas de spiritualité chez les Chinois. Mais ils ont quelque chose qu'ils maîtrisent, qui vivent en eux. Qui vivent en eux. Et ça, nous ne l'avons pas. Bien. Ça. Nous allons continuer avec Blaise Koussola. Alors, nous sommes toujours dans cette logique. Dans votre ouvrage, il semblerait que vous accusez un peu trop l'Occident de tout le mot qu'a la RDC actuellement. Vous dites, par exemple, que la RDC n'est plus maître de son destin. Pourquoi? Oui. Je n'accuse pas l'Occident. Je n'accuse pas l'Occident. J'ai vécu 27 ans de ma vie en Occident. J'ai grandi en Occident. Donc, c'est un coin que je connais, n'est-ce pas? Je dis simplement que nous prenions conscience. Nous avons une tendance à avoir toujours la main tendue. Et j'ai dit, mais vous êtes la main tendue vers l'Occident pour quelle raison? Pour ce qu'il y avait sur place. Nous marchons sur du cuivre, de l'or, du coltan, du diamant, de tout ce que vous voulez. Et nous sommes là en train d'aller négocier pour demander un peu d'argent de l'Occident. Mais tous les pays négocient, même les grandes puissances du monde, on le voit, négocient. Oui, négocier quoi? Oui, mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas négocier. Mais vous n'allez pas négocier à manger avec l'Occident. Vous n'allez pas négocier... Mais vous n'avez pas appris que l'Europe attendait le blé venant de l'Ukraine. Voilà. Vous n'avez pas entendu que c'est comme ça. C'est vous qui distinguez l'Europe et l'Ukraine. C'est la même partie du monde. Ce sont les industries. Donc ils peuvent communiquer, ils peuvent négocier, sauf nous. Et nous aussi, nous ne pouvons pas, si nous demandons, c'est un problème. Non, attention. Nous pouvons coopérer, nous avons à vendre, nous pouvons acheter. Mais nous ne pouvons pas être à la merci au point que ces gens-là viennent chez nous, nous dicter qui doit nous diriger et nous imposer des dirigeants parce que nous ne sommes pas conscients des mécanismes. Mon problème, c'est celui-là. Donc, je veux éveiller la conscience de mes compatriotes et il ne s'agit pas de me plaindre du tout, je n'ai pas à me plaindre. Je considère que les Congolais, nous pouvons très bien vivre ici, n'est-ce pas? Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre ici. Créons les conditions pour que le monde ait davantage besoin de nous, au lieu que nous soyons tous avec la main tendue. Nous mangeons des poissons de mauvaise qualité dans ce pays importé. Pour quelle raison? Nous avons Chanik ici. Pourquoi nous ne fabriquons pas de bateaux de pêche? Ici, à Kinshasa, il y a Chanik, Métal et tout le reste. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison, je me répète, on n'a pas une seule banque de crédit agricole alors que nous avons plein de terrains vierges ici. Montez dans l'avion, vous n'avez que des espaces vierges. Pour quelle raison on n'a pas une seule banque de crédit agricole et pas de banque, même pas de banque congolaise tout court? Donc, vous avez été au gouvernement, hein? Oui, vous avez été ministre oui, du Plan, oui, non? Oui. Alors, ça fait déjà une trentaine d'années. Oui, ça fait 30, Alors, ça fait 30 ans. Quand vous y étiez, vous avez fait quoi? Non. Vous n'avez même jamais pensé à ça? Ne faisons pas de confusion. Non, c'est parce que c'est la même chose. Je vous réponds. Non, je vous réponds. Je ne fais pas la question, je vous réponds. Un gouvernement forme un tout. J'ai l'habitude de dire un gouvernement, ça a un âme. Une âme, pardon. Vous regardez dans la même direction, c'est ce que vous faites. Si vous avez un gouvernement de 64 personnes, 65 personnes, ceci regarde à gauche, celui-là à droite, celui-là au centre, même dans celui où vous étiez avec Bilim, vous étiez la même chose. Ça, c'est un gouvernement qui a été fait comme ça. Non, mais c'est la vérité. Monsieur Moutoumba. Non, oui, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Je fais le lien avec aujourd'hui. Au moment où nous parlons d'un gouvernement qui doit sortir. Oui. J'ai eu à dire que le président de la République a intérêt
à s'impliquer suffisamment dans la formation du gouvernement, d'avoir un gouvernement de 30-35 ministres, n'est-ce pas, des personnes choisies dans le cadre d'une bien donnée, qui regardent dans la même direction, alors on peut faire des choses formidables, même en une année déjà, et le peuple peut sentir la différence. Mais alors, M. Moulumba, vous avez dit que dans votre ouvrage, vous dites que notre déconfiture date de 1960, que le Congo n'a fait que reculer. Oui. Dans les 62-63 ans d'existence, Oui. il y a quand même eu 37 ans de combat de l'IDPS. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a quand même un moment donné où vous avez été au pouvoir. Hein. Même maintenant, Tshisekedi a été Premier ministre. Oui. Alors, la question est celle-ci. Nous reculons parce que nous sommes incompétents sur toute la ligne, parce que les meilleurs Congolais ont déjà touché les pouvoirs. Mobutu était au pouvoir, il avait une forte contradiction, c'était l'IDPS. L'IDPS est arrivé au pouvoir, même si à des moments peut-être brefs, les Congolais ont connu même des alternances. Alors, première hypothèse, le Congo recule parce que les Congolais sont incompétents, toute la classe politique dirigeante a échoué, ou bien le Congo recule parce que le Congo a une mission d'appauvrissement permanent. Non, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème que nous avons est un problème de leadership. Donc ce sont c'est un problème de leadership qui nous faisons défaut. Et puis c'est le système inadapté. De toi à moi, je veux dire que je préfère 1000 fois que nous puissions avoir un dictateur. Hein? Vous, fondateur de l'IDPS, je dirais, fondateur de l'Union pour la démocratie. Je n'ai pas employé votre mot. Ah, moi, je parlerais d'un despote éclairé. Ah, donc vous êtes contre l'idéologie de la démocratie? Non, mais attendez, c'est pas problème d'être contre ou d'être... Non, mais vous avez... Mais je vous réponds, non? Je vous en prie, vous allez avoir la parole. Mais laissez-moi vous dire ce que je pense. Vous avez revendiqué sur ce plateau être les fondateurs. Je suis un cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Maintenant, vous dites que vous aurez besoin d'un despote éclairé. C'est une contradiction terrible. Je dirais même plus, Union pour la démocratie et le progrès social. Nous, au plus fort de notre combat, nous l'avons appelé Union de Dieu avec son peuple pour le salut du Congo. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que... Bon, Dieu auquel vous ne croyez pas, frère. Hein? Continuons. Continuons. Dieu, vous l'appelez ici, vous l'appelez Yahweh ailleurs, je vous en prie, vous l'appelez autrement ailleurs, vous l'appelez Allah par-ci, par-là, bon. Continuons. Donc, vous dites qu'il faut un despote. Non, je pense que... Voilà ce que je pense. Je pense que aujourd'hui, on fait une élection présidentielle. Bien. Au moins, les 3 quarts des Congolais n'ont même jamais vu le visage du chef de l'État. Parce qu'ils n'ont pas de télévision, ils n'ont ni journaux qui arrivent, ni quoi que ce soit. Ces gens-là doivent élire quelqu'un qui doit être à la tête d'un pays qui pourrait être la cause de la prochaine guerre mondiale. Parce que ce pays-là, sur lequel l'Afrique tout entière mise, n'est-ce pas, ce pays-là, on va le voter comme ça par des gens qui ne se comprennent même pas les enjeux. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai proposé un système d'élection par échelon. Dans le sens que le plus bas là-bas, au village là-bas, on vote les plus éclairés parmi eux, ceux qui sont les instituteurs, sont les infirmiers, des choses comme ça. Et cela vote à un niveau supérieur, ainsi de suite. Alors nous pourrons voir au Parlement, pas des gens qui viennent pour dormir ou pour voter oui ou non, mais des gens qui sont équipés intellectuellement et qui peuvent être utiles à la nation. C'est ça que je veux dire. À partir de la condition actuelle, la démocratie m'apprenait, mon professeur de psychologie, il me disait, le commandement, le style de commandement est lié à la nature de l'échantillon que l'on doit commander. À l'esprit, il me dit, quand vous avez affaire à des personnes qui sont très évoluées intellectuellement, vous ne vous mettez pas devant eux comme disait le magistère ici. Non. Vous asseyez autour d'une table comme on est là et il y a une interaction entre les individus. Mais quand vous avez affaire à une population qui n'est pas suffisamment évoluée intellectuellement, alors vous devez leur dire ce qu'il faut faire, il faut les guider. Donc c'est ça que je veux dire simplement que nous devons faire des élections de façon que nous ayons des gens là au-dessus qui peuvent agir. Aujourd'hui, nous avons un Parlement. Vous vous rendez compte qu'on a fait entrer notre pays dans l'EAC sans même qu'il y ait débat dans le Parlement. Est-ce pensable? Et pourtant c'est fait. Parce que vous avez un Parlement
Et il y a eu le dossier ici de RAM, et le Parlement, aucun ministre n'a tenu de fonction. Donc, vous aussi, vous parlez comme un combattant debout. comment ça? Sans dossier, comme ça. Tout ce que nous lisons dans les... Comment sans Nous lisons dans les réseaux sociaux, les gens prennent des dossiers comme ça. Donc, vous pensez, pour vous, il y a eu un débat au Parlement lorsqu'il s'agit faire entrer notre pays dans le RC. Une décision éminemment importante. Comment éminemment importante? L'entrée de la... Vous pensez que le chef de l'État n'avait pas compétence pour le faire entrer? Le président n'est-il pas le garant du bon fonctionnement des institutions? Mais alors, il y a une conséquence, quelque part. N'y a-t-il pas? Laisse-moi. Il y a ceci. Donc pour chaque décision, il doit avoir un débat. J'ai dit ceci. Vous prenez des décisions, vous en assumez les conséquences. Bien sûr. Mais dis-moi un peu, si on ne peut pas interpeller quelqu'un, notre Constitution prévoit un système, parle d'un système semi-présidentiel. Ça veut dire que vous avez un gouvernement qui élabore un programme, qui présente ce programme devant les députés, qui le confirme, et alors les ministres rendent compte au Parlement. Le président rend compte à qui? Donc vous avez ces décisions, des décisions système importantes, servir la nation, on ne peut pas les prendre sans qu'il y ait... comme vous ne lisez, je ne peux pas croire que vous ne connaissez pas notre Constitution, vous la connaissez. Dites-moi. Vous la connaissez, Oui. vous connaissez comment fonctionnent, Oui. comment fonctionnent les institutions, Oui. les rôles du président, les rôles Oui. du Premier ministre, ça, vous le connaissez. On ne pense va pas rentrer sur ces détails-là aujourd'hui. Ce n'est pas un détail, Les c'est questions des fondamental. politiques publiques Oui. sont gérées par la Constitution. Oui. Les présidents, le Premier ministre est responsable de la politique qu'il mène devant l'Assemblée nationale Oui. et devant les parlements. Oui. Le président, s'il commet une faute, vous savez devant quelle juridiction il peut être traduit en justice. Oui. Ça, vous le savez. Donc, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais moi, j'aimerais qu'il pose une autre question pour que l'on aille un peu dans les derniers moments de cette émission. Voilà, on va un peu changer de volet, on va parler du volet sécuritaire. Dans votre ouvrage, quand je l'ai dit, j'ai annoncé d'ailleurs dans mon introduction qu'il semblerait que vous aviez des problèmes avec l'Occident, parce que ici, dans votre ouvrage, vous dites que la RDC, dans cette guerre qu'il oppose avec le Rwanda, les États-Unis soutiennent donc le pays de Paul Kagame. Pourquoi dites-vous cela? Mais le Rwanda... Alors que les États-Unis ont une bonne relation avec la RDC. Le Rwanda est un petit pays minuscule qui n'a aucun moyen ni aucune force pour faire la guerre à la RDC. Pourquoi? Parce qu'il est petit. C'est ce que les arbres ne peuvent pas arriver là-bas. C'est la taille qui fait la puissance. Je vous réponds. Et quand je dis petit pays minuscule, c'est aussi un pays qui n'a pas de moyens d'affronter la RDC. N'a pas les moyens... La RDC n'a pas de moyens, comment est-ce qu'on peut l'affronter? Mais c'est ça que je suis en train de dire, non? Le Rwanda n'a pas les moyens de faire la guerre à la RDC, à moins d'avoir... Pourquoi les gens disent ça souvent? Parce que c'est un prérequis, c'est un préalable, c'est un pays qui peut aussi se doter des moyens. Aujourd'hui, Israël fait la guerre là-bas, c'est un petit pays, Israël. Israël? Oui, c'est un petit pays. Pourquoi on pense qu'il peut être... Israël est considéré comme la 54e province des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas les Américains qui se parlent là-bas. S'il vous plaît. À Gaza, il n'y a aucun Américain. Attendez. Le budget des États-Unis d'Amérique contient un montant très important pour le soutien à Israël. Et c'est comme ça depuis la création de l'État d'Israël. C'est pas nouveau. Et c'est aussi comme ça comme avec le Rwanda. Comprenons, il faut que nous puissions comprendre ce qui se passe dans l'Est du pays. Si nous comprenons ça, alors nous comprenons pourquoi est-ce que cette guerre s'éternise. N'est-ce pas? Nous devons comprendre ça. Vous dites, vous dénoncez les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que notre pays est effectivement très menacé. Prenons, je demande simplement, vous avez entendu parler de Mombondo, ici dans Bandundu, n'est-ce pas? Au départ, on nous disait qu'ils avaient des manchettes qui découpaient comme le Rwandais et tout ça. Et aux dernières nouvelles, ils ont des armes, voire des armes modernes. On apprend aussi que le Rwanda a acheté 120 km² de terre ici à Maluku, de l'autre côté. De l'autre côté, du côté Brazzaville. Qui est là aussi acheté des terres du côté Congo central. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, la route de Bandundu peut être bloquée
la route du fleuve peut être bloquée, la route du Congo peut être bloquée et Kinshasa peut être asphyxiée parce que Kinshasa n'a pas de ceinture verte. Tout provient de Bandundu, du Congo central ou de l'Équateur. Ça, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui peut se produire à tout moment. À l'est de notre pays, une grande concurrence est entre l'Orient et l'Occident pour s'approprier les minéraux. Les États-Unis d'Amérique et l'Occident sont à la base, au départ de la guerre que nous connaissons à l'Est, parce qu'ils veulent s'approprier cette partie de terre. Et les Rwandais, comme les Ougandais d'ailleurs, ont toujours cherché, et M. l'avait dit à maintes reprises auparavant, ont toujours cherché à s'accaparer de ces terres, les terres du Kivu. À partir du moment où les États-Unis ont intérêt à rester maîtres, à devenir maîtres des minéraux stratégiques très importants qui sont dans le Kivu, et que les Rwandais ont intérêt à avoir ces terres, à ce moment-là, il y a une jonction des intérêts. Alors, c'est comme ça que les minéraux qui sont pillés à l'est du Congo passent par le Rwanda, ils sont rachetés par des pays, des puissances étrangères et des multinationales au départ du Rwanda. Et ce n'est pas pour rien que l'Union européenne a signé récemment encore des accords avec le Rwanda. Je veux simplement dire que, de votre conscience, que tant que nous continuons à parler que nous faisons la guerre contre le M23, nous serons toujours perdants. Tant que nous continuons à faire la guerre contre le Rwanda, nous serons toujours perdants jusqu'au jour où nous mettrons le doigt sur la plaie. Donc il faudra que nous fassions la guerre aux États-Unis. Il faut pointer du doigt. C'est ça. C'est ça, le doigt. Non. Il faut qu'on fasse la guerre aux États-Unis. Non, il faut qu'on dise que ce sont eux qui sont à la base. Il faut que nous puissions les dénoncer. Alors maintenant, une question, parce qu'on va, comme c'est cette émission. Il faut qu'on les dénonce. Monsieur Mulumba, maintenant je vous pose la question en tant que responsable. Oui. Les Américains ont signé avec le Congo ici un partenariat stratégique. Rien n'est refusé aux Américains ici au Congo. Pourquoi pensez-vous qu'ils iraient par le Rwanda pour accéder au Congo, alors qu'ils ont une porte ouverte au Congo? Mais pas pour une raison simple. Parce Pourquoi? Que l'homme blanc raisonne comme ceci. Homo homini lupus. Ça veut dire que si tu es fort, on traite avec toi. Si tu es faible, on te bouffe. Et vous avez dit que le Rwandais est faible. Le Rwandais est fort encore pour qu'on traite avec lui. S'il vous plaît. Qui a parlé de traiter avec le Rwanda? Je vous écoute. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut traiter avec le Rwanda, au contraire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains ont la possibilité, ou les Occidentaux en général, ont la possibilité d'obtenir des minerais à un prix dérisoire via le Rwanda, ils vont essayer de l'obtenir. C'est logique, c'est normal, c'est pour donner de la Un concurrence. prix dérisoire avec des morts, Oui, mais avec des armes qu'il faut donner plutôt que de venir Et prendre un permis ici et exploiter. eux, ils appellent ça autrement. Ils appellent ça dégâts collatéraux. Pourquoi c'est pas... Mais vos vies, quelle importance elles ont? Ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Il nous appartient à nous, de déployer dans cette partie de notre pays, même 50 000 militaires, de négocier certains gisements miniers pour obtenir les armes parmi les plus sophistiquées pour nous défendre. C'est nous alors seulement, ils viendront négocier, ils viendront acheter à Kinshasa. Merci beaucoup. Nous allons simplement à titre indicatif revenir pour vous dire que c'est un très bon livre, on ne peut pas l'épuiser dans une seule émission. Pilier et dynamique pour un grand Congo. Monsieur Corneille Mulumba s'est donné la peine d'en citer. Il y a beaucoup de piliers ici. Il parle par exemple du pilier 2. Ouvrons donc les yeux et nettoyons nos cerveaux. J'ai aimé cette expression. Il parle encore d'autres piliers. Qu'il cite comme ça des mémoires, piliers sur les mines, sur les transports, sur donc tous les piliers nécessaires au développement du pays. Alors nous allons clôturer cette émission. Je vais vous donner la parole pour avancer un appel, mais je pense que ce que vous dites ici, je peux le lire un tout petit peu. Vous dites qu'effectivement les richesses incommensurables de notre pays contraste avec la situation générale des populations. Vous dites que les tortures physiques et morales, ce sont les quotidiens de tous ceux qui osent protester contre cet état des choses. Vous dites aussi que avec d'autres, ils descendent dans la rue pour vous, pour exprimer vos oreilles et vos colères. Donc les Congolais doivent montrer qu'ils ne sont pas contents de la situation actuelle. Et pour le faire, chacun le fait à la manière qui lui est donnée. Vous l'avez fait en écrivant un ouvrage.
Alors, quel message pouvez envoyer la population aujourd'hui qui vous a suivi, qui risque de croire que nous sommes fatalement condamnés, que c'est fini, c'est terminé, comme c'est l'Amérique maintenant, c'est fini. Non, je sais que l'Amérique a été au Vietnam et que les Vietnamiens ont réussi à bouter les Américains dehors. Ils se sont donné la peine. Ils ont creusé des tunnels. Et quand les Américains venaient larguer leurs bombes, et que par la suite, ils venaient passer pensant être dans un terrain conquis, il n'y aurait plus personne, les gens se réunissaient de sous-sol et parvenaient à les tuer, à les massacrer, à les piéger. Les Français, la chose a bien une fois aux choses au Cambodge, aux choses en Corée, ils ont connu la même situation. Vous aviez une grande montagne escarpée où personne ne pouvait monter. Les Français s'attendaient à ce que les ennemis viennent de ce côté ici. Les Coréens ont démonté les canons. Femmes, enfants, ils ont monté jusqu'au haut de la montagne. C'est là qu'ils ont canardé les Français, ils ont été surpris, ils sont partis. Je veux dire quoi? Je veux dire, commençons par nous protéger. Nous avons ici une maison qu'on appelle la CENI. C'est la casserole où nous fabriquons nos dirigeants. Créons les conditions pour que nous puissions nous-mêmes choisir nos dirigeants, coûte que coûte. Et je pense que le président sortant a fait réussir ça. Il a réussi à ce que nous puissions avoir des élections financées par les Congolais. Il a réussi à ce que nous puissions avoir un contrat avec les Chinois, ce qu'on appelle le contrat chinois, où nous pouvions échanger nos minerais contre les infrastructures et ne pas vendre nos minerais contre de l'argent qui est du papier qui jongle avec. Il a réussi à avoir un code minier. Prenons donc de grandes décisions qui nous permettent d'avoir les moyens de nous en sortir. Et nous pouvons le faire, nous avons tous les atouts pour ça, nous sommes un grand peuple. Merci beaucoup, Monsieur Corneille Mulumba. Je voudrais lire un extrait de votre préfacier, le professeur ordinaire, philosophe écrivain, Martin Fortuné Mukenji Bandakulu. Il dit ceci, il dit seuls ceux qui présentent un tel profit sont en effet capables de transformer les colossales ressources naturelles du pays en richesses réelles pour le bien-être. Pour y parvenir, et c'est ça le conseil, les dirigeants actuels et futurs doivent cesser avec la politique prédatrice et d'égoïsme. Ils doivent faire montre d'empathie et d'altruisme qui favorisent le bien-être de tous, effectivement. Les peuples d'abord ne doivent pas rester un slogan mensonger. J'ai aimé sa franchise, il parle de vous, sur les résultats des élections. Vous avez raison de souligner les caractères contestables de tous les résultats publiés jusqu'à présent. Il trouve les systèmes électoraux peu fiables et peu efficients. Vous venez de le dire, la CENI, c'est la casserole, nous fabriquons nos dirigeants. Il faut donc que cette casserole soit bien lavée et qu'elle soit au service de tous. Merci beaucoup, M. Corneille Mulumba. Merci, Blessed Kuzola. Vous voyez, il a encore gardé une dizaine de questions, mais le temps nous imparti touche à sa fin. Cette émission a été un plaisir pour moi de la présenter, surtout de recevoir M. Corneille Mulumba, avec qui nos joutes ne se termineront pas. Je continuerai toujours à discuter avec lui. C'est un dialecticien, un peu marxiste, mais enfin, nous sommes là pour les débats. Au revoir et à la prochaine.